Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de Carnet de vol Actu, un nouveau rendez-vous donc qui vous proposera chaque mois de revenir sur l'actualité de l'aéronautique et de l'espace. Et pour ouvrir cette série, nous allons nous intéresser au drone, l'engin du futur sans aucun doute, en tout cas un domaine qui fait jaillir de très nombreuses idées d'utilisation différentes. Nous le verrons à l'occasion du salon Drone in Toulouse qui se déroulait la semaine dernière. Notre rubrique insolite nous montrera comment un Canadair a failli couler une péniche. Cela s'est passé sur le Rhône à la toute fin de l'été. Images et explications à découvrir dans ce carnet de vol. Enfin, nous suivrons le périple de deux étudiants toulousains partis à la découverte de l'Europe en avion. L'occasion également pour eux de faire découvrir les métiers de l'aviation à des lycéens de l'Europe de l'Est. Mais commençons donc par le dossier du mois consacré au drone, cet engin qui va sans aucun doute révolutionner le monde de l'aéronautique. C'est en tout cas un aéronef autour duquel beaucoup de matières grises se mobilisent en ce moment pour le rendre plus performant et lui trouver des utilisations souvent innovantes. On en a vécu une très belle illustration la semaine dernière sur l'ancienne base aérienne de Francazal où se déroulait le salon international Drone in Toulouse et bien sûr, Carnet de vol y était pour vous. Ces 5 drones sont une prouesse technologique. Ils sont capables de transporter un objet lourd à plusieurs, mais surtout ils dialoguent entre eux, pour voler dans la bonne direction bien sûr et garder en équilibre leur charge. Un exploit réalisé par cette équipe d'étudiants de Singapour. Sur l'ancienne base militaire de Francazal, cette compétition de drones rassemble 16 équipes universitaires venues des 4 coins du monde. Ces drones ne payent pas de mine, mais ils regorgent de technologies innovantes. C'est à peu près ce qu'on fait de mieux. Alors ce qui va arriver aussi petit à petit dans le commerce, mais effectivement là on est plutôt dans des équipes universitaires qui expérimentent des nouvelles techniques, des nouveaux capteurs, des nouvelles formes d'intelligence embarquée. C'est plutôt de la robotique aérienne, on n'est pas dans la vitesse ou dans le spectacle ou le loisir, on est plus dans des drones pour réaliser des missions d'identification, localisation de cibles sur un terrain bien déterminé, un peu 3D. En marge de cette compétition, des drones beaucoup plus professionnels ceux-là. Sur le salon Drone in Toulouse, une quinzaine d'exposants présentent leurs machines, comme ce drone à l'arrière d'un pick-up. Le principe, lorsque la voiture roule, le drone s'envole mais reste relié par un câble. Un des premiers usages de ce type de système, c'est évidemment pour la surveillance de sites, de zones étendues et contribuer à la sécurité. Vous pouvez aussi imaginer que ce système arrive sur une zone, un site temporaire et vous le déployez comme vous le déploierez avec un camion qui aurait un mât. Et donc le système peut aussi fonctionner en statique, avec une autonomie quasiment infinie puisqu'il y a une alimentation continue grâce à un groupe électrogène. Pour ces petites machines intelligentes, l'opération est un peu hésitante et l'atterrissage légèrement à côté de la cible. Mais les progrès sont constants d'année en année. L'édition 2018 de cette compétition se tiendra l'année prochaine à Melbourne, en Australie. Quand je vous disais que ce marché est en plein développement, je ne mentais pas. Nouvelle preuve avec ce concept créé par des étudiants. Et oui, encore. Ici, l'innovation vient des bras des drones. Ils sont gonflables et donc facilement transportables et quasi incassables. On regarde et on se retrouve juste après avec notre invité. Cela fait 2 ans et demi que Roman et Antoine travaillent à leur projet. Et tout tient dans ce petit sac à dos. Un coup de pompe électrique, l'engin est rapidement déployé et décolle aussitôt. Ce drone est gonflable et c'est unique au monde. C'est très solide. Là, on utilise un tissu qui est très résistant aux déchirures et qui peut se poser même sur des cailloux, sur des surfaces rocailleuses. Et donc, par exemple, s'il vient à se poser brutalement, le bras va plier sans prendre de dégâts. On peut orienter la nacelle avec ce joystick de manière... Ce matin, la démonstration est importante. La gendarmerie de haute montagne et le directeur de la station de Formiguère viennent tester ce drone tout-terrain. Sur l'écran, la caméra thermique embarquée montre des randonneurs. À cette époque de l'année, pas de neige, mais en hiver, en cas d'avalanche, ce drone pourrait s'avérer très utile.
Le drone, par exemple avec l'option caméra thermique, pourrait permettre de faire des reconnaissances assez poussées, assez rapides, de zones assez vastes, beaucoup plus rapidement que l'homme. Le drone pourrait également nous préciser, tiens, là il y a eu l'hiver, une avalanche, est-ce qu'on voit des traces de ski, est-ce qu'on voit et ainsi permettre, non pas de remplacer l'homme, mais d'adapter les moyens en conséquence. S'il a neigé, on ne peut pas avoir accès, je dirais, avec des scooters par exemple, des scooters de neige ou avec de la motorisation, des véhicules motorisés. Donc on est obligé d'y aller à pied. Donc on voit bien que pour arriver à l'endroit où effectivement il y a l'avalanche, si l'hélico ne peut pas décoller, c'est extrêmement long. Donc avec un drone comme ça, on peut y aller relativement vite. Encore étudiants en école d'ingénieurs aéronautiques, Roman et Antoine ont déjà lancé leur start-up et sont 4 à travailler dans cet atelier sur ces drones gonflables. Alors Antoine, vous avez ce drone qu'on a vu voler, mais il n'y a pas que celui-là, vous en avez des plus grands aussi. Tout à fait, donc ça celui-ci c'est notre modèle SP20, on va avoir le MP40 et le HP150, donc un modèle encore plus gros. Ces drones qui sont beaucoup plus gros, évidemment ils peuvent transporter plus de poids, c'est ça l'intérêt. Tout à fait, c'est-à-dire que sur celui-ci par exemple on va avoir une nacelle, donc on va pouvoir avoir une image stabilisée du drone, de la vue du drone, et sur notre plus gros on va pouvoir embarquer jusqu'à 1,5 kg, donc là on va pouvoir vraiment embarquer des capteurs spécifiques pour des missions plus spécifiques. Ces drones sont principalement destinés à la sécurité civile et au marché militaire. La toute jeune entreprise prévoit déjà une dizaine de ventes en 2018, en France et à l'étranger. Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons, non pas à bord de notre drone, mais de notre cockpit virtuel, Philippe Roussel, animateur de Robotics Place. Philippe Roussel, bonjour et bienvenue à bord. Bonjour Pierre-Jean. Alors première question toute simple, qu'est-ce que Robotics Place ? Robotics Place est un cluster de la robotique qui regroupe 84 entreprises qui font soit de la robotique de service, soit de la robotique industrielle, soit des drones. Alors un cluster, pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme, c'est quoi ? Alors un cluster, c'est une association. Simplement, les membres sont des entreprises et l'objectif est de développer le business de ces entreprises. Alors est-ce que de tels clusters existent déjà dans d'autres régions qu'en Occitanie ? Alors oui, Robotics Place a été le premier, mais il existe aussi des clusters en Aquitaine, en Pays de Loire, en Rhône-Alpes, et un autre cluster un peu spécifique qui couvre la France. Et donc ces 5 clusters, nous avons créé cette année la Fédération française des clusters de la robotique qui regroupe les 5 clusters en question. Alors Robotics Place travaille entre autres à la création d'un lieu dédié où pourront se regrouper les acteurs du secteur et ce sera à Francazal où s'est donc déroulé le salon du drone que nous avons suivi tout à l'heure. Quel est le but de cette implantation globale, j'ai envie de dire ? Alors l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de synergie entre les entreprises, en particulier sur la partie recherche et développement, puisque le fait que les ingénieurs se croisent régulièrement permet d'échanger des informations et d'aller plus vite dans la recherche de fournisseurs ou dans certains développements. Et puis c'est aussi une vitrine pour la région, permettre à la région de rayonner à la fois au niveau national, mais aussi de faire venir des entreprises internationales. Et ça sera pour nous aussi une porte vers l'export. Alors quand je disais tout à l'heure que le drone était sans aucun doute l'instrument de l'avenir de l'aéronautique, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? J'imagine que oui quand même. Oui, forcément. Et il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Donc on espère vraiment que ça va se développer. Et la réglementation aujourd'hui est un point clé pour que ça se développe plus vite. Alors sur votre site internet, on lit « Objectif 2020 ». Que doit-il se passer en 2020 ? Alors en 2020, ce que nous espérons, c'est pouvoir commencer à nous installer sur cette base de Francazal. Le temps pour Toulouse Métropole de racheter la base à l'État, de faire les dépollutions nécessaires à un équipement pour le civil. Et à partir de ce moment-là, donc, on pourra avoir nos locaux sur cette base. Alors de quel projet extraordinaire, ou en tout cas qui fait rêver, avez-vous déjà connaissance dans votre cluster ? Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui développent des projets intéressants. Il y en a un dont j'ai envie de vous parler, c'est celui de la société Données-Clés, qui est une société toulousaine. Et eux, ils ont inventé un essaim de drone qui fait de l'inspection sur les avions. En particulier, quand un avion a été foudroyé, l'avion doit rentrer au hangar et subir une inspection qui peut prendre de longues heures quand elle est faite aujourd'hui. Cet essaim de drone a vocation de le faire de façon automatique et réduire drastiquement le temps nécessaire à cette inspection et donc le coût de cette inspection. Eh bien écoutez, je vous remercie Philippe Roussel d'avoir été avec nous pour nous parler donc de ce cluster consacré aux drones et qui, on n'en doute pas, nous proposera de très beaux projets à l'avenir. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous. Allez, retour au présent maintenant avec cette image que vous avez peut-être déjà vue sur les réseaux sociaux à la fin de l'été, celle d'un Canadair percutant une péniche sur le Rhône. Un accident qui aurait pu tourner au drame mais qui heureusement n'a entraîné aucune victime, mais un peu de casse et beaucoup de frayeur. Regardez.
On a frôlé la catastrophe. Il est 19h40. Lors de son premier écopage pour aller combattre un feu de forêt, un Canadair sort de sa trajectoire. Il percute une péniche et endommage une autre embarcation. Une trentaine de personnes sont présentes à proximité. Par chance, aucune n'est blessée. Le propriétaire de la péniche et sa famille sont sous le choc et surtout très en colère. Je me sens même coupable, moi, dans l'été, de ne pas avoir averti le maire, averti le port, que ces bateaux, que ces avions Canadair venaient trop souvent près de nous, puisque rien ne l'exige, puisque en fait le Rhône fait à peu près 800 mètres de large, sur une quinzaine de kilomètres, il n'y a pas d'habitation, pas de port, il n'y a rien, et justement on vient passer au-dessus des bateaux. Bilan des dégâts sur la péniche, le mât brisé, le toit, la climatisation et le garde-corps très endommagés. Côté Canadair, un morceau d'aile arraché. L'appareil restera indisponible plusieurs semaines. Les 2 pilotes ont été mis en réserve à titre conservatoire. 2 enquêtes ont été ouvertes par le bureau Enquête Accident et la sécurité civile. L'intérêt, c'est de déterminer exactement les circonstances et en fonction des conclusions et des rapports de ces enquêtes, éventuellement d'apporter des mesures correctives à ces techniques d'écopage qui sont des techniques excessivement sensibles. La sécurité civile confirme que l'État prendra en charge les dégâts occasionnés sur la péniche. Je vous l'avais dit, accident spectaculaire. On connaît Airbus pour ses avions, ses hélicoptères et même ses satellites, mais Airbus fabrique également des planeurs, ou plus précisément des prototypes de planeurs. Eh bien, l'un d'entre eux, le Perlan 2, vient de battre un record mondial d'altitude, 15 800 mètres, nouveau record établi dans le ciel argentin. La précédente référence avait été établie à 15 460 mètres en 2006 par le Perlan 1, le grand frère de Perlan 2 donc. Au-delà de ce record, le but de ce planeur pressurisé est de voler à plus de 600 km/h pour s'élever jusqu'à la stratosphère, y étudier les facteurs susceptibles d'influencer les changements climatiques. Parcourir l'Europe pour partager une passion, c'est le projet de 2 étudiants toulousains mordus d'aviation. Les 2 jeunes pilotes sont partis le 10 septembre dernier à la rencontre de lycéens tchèques, roumains et hongrois. Objectif, leur faire découvrir les formations possibles dans l'aviation et leur faire toucher du doigt un monde qui peut parfois leur paraître lointain. Carnet de vol soutient bien sûr cette initiative et les a rencontrés quelques jours avant leur départ. Regardons. Ouais, ça c'est la Grèce. C'est un projet qu'ils mûrissent depuis de longs mois. 12 pays à traverser, 6000 km et 35 heures de vol cumulés. Un tour d'Europe, ça ne s'improvise pas. Le départ de Salerno, j'ai prévu un départ par Romeo India Echo 1. Étudiants à l'INSA et à l'ENAC, Julien et Sébastien sont tous 2 titulaires d'une licence de pilote privé depuis quelques années. Toulouse, Corfou, Bucarest, Prague, chacune des 9 étapes de l'itinéraire est scrupuleusement étudiée. On va devoir voler le long de la côte et à basse altitude pour ne pas gêner les avions de ligne qui arrivent sur Rome. Donc on va devoir longer la côte à peu près à 2000 pieds, 1500 pieds de l'eau. On sera quand même en survol maritime parce qu'on ne sera pas capable de rejoindre la côte en cas d'une panne moteur. Conséquence, gilet de sauvetage et canot obligatoires dans les bagages. Une contrainte qu'il a fallu anticiper parmi de nombreux autres. On est limité au niveau de l'essence parce qu'on vole avec de l'essence très particulière qui s'appelle l'Avgaz ou la 100 LL. Et en France, c'est très répandu parce que l'aviation en général en France est très répandue. Mais dans les autres pays européens, ce n'est pas forcément le cas. Dans les autres, en Grèce, il y a très peu d'aéroports qui fournissent l'essence dont on a besoin. Il n'y en avait qu'un seul. Voilà. Qu'un seul dans la zone où on pouvait aller. Heureusement qu'on s'aime bien, parce qu'on est proches là quand même. Ouais. C'est à bord de ce Robin DR400 que les 2 jeunes pilotes vont s'envoler. Un avion loué à leur aéroclub, les Ailes Toulousaines. Déjà, il a une vitesse de croisière qui est assez bonne, donc on a une vitesse comprise entre 200 et 205 km/h. Donc ça va nous permettre de faire des étapes assez longues. Ensuite, on a une autonomie suffisante, c'est-à-dire qu'on a entre 4 heures et 4 heures et demie d'autonomie. Personne, on démarre. Le ciel, une passion commune qu'ils comptent bien partager. L'objectif de ce tour d'Europe, c'est de relier 3 lycées, Bucarest, Budapest, Prague, et d'initier les élèves au monde fascinant de l'aviation. Lorsqu'on a des parents ou une famille, notre famille qui n'est pas forcément du milieu aéronautique,
fait, poursuivre dans ce milieu-là, mais c'est parfois pas évident de trouver les débouchés, de savoir exactement de quelle formation faire. En France, on a pas mal de moyens pour les jeunes pour qu'ils s'informent sur les métiers de l'aérien. On a notamment le brevet d'initiation aéronautique, on a un réseau très dense d'aéroclubs. Dans ces pays-là, il y a amplement de moyens d'être informés de ce qui se fait. Au programme de ces 10 jours, des interventions en classe, des échanges avec les élèves et des visites d'écoles d'aviation, de quoi largement remplir leur carnet de bord, déjà riche de belles expériences. Une très belle initiative donc. Allez, on passe aux infos en bref de ce carnet de vol actu en commençant par l'A330 Neo. Il devrait réaliser son premier vol dans les prochains jours. Ses moteurs Rolls-Royce sont enfin arrivés après quelques soucis techniques et beaucoup de retard. Ce dernier né de la gamme Airbus sera plus performant et moins énergivore. Il devrait concurrencer le 787 Dreamliner de Boeing. L'A380 va lui fêter les 10 ans de son premier vol commercial. Ce sera le 15 octobre prochain. Ce premier vol avait été effectué sous les couleurs de Singapore Airlines. Anniversaire un peu gâché par le coup de mou dans les commandes du très gros porteur d'Airbus. Mais l'avionneur européen continue de croire en l'avenir de ce concept. Enfin, la Cité de l'Espace à Toulouse transformée en Cité des astronautes le mois prochain. Le parc scientifique toulousain accueille en effet le congrès mondial des astronautes du 16 au 20 octobre. 100 connaisseurs de l'espace venus du monde entier seront au rendez-vous pour toute une série de conférences sur la conquête spatiale. On vous en reparlera ici le mois prochain, bien sûr. En attendant, intéressons-nous au plus jeune pilote européen de planeur. Il est français, cocorico. Il s'appelle Clément Depéchy et vient tout juste de décrocher son brevet à Saint-Sulpice-des-Landes. Il suit ainsi une tradition familiale. Carnet de vol l'a suivi lors de son 4e vol solo. Ouvre. Okay, c'est bon. La procédure est immuable. Avant de décoller, tout bon pilote doit effectuer les vérifications d'usage. Clément fait donc le tour de son planeur, il caresse le fuselage, observe la structure et manipule les gouvernes. Manche en avant. Il enfile ensuite son parachute, histoire de ne pas oublier que la discipline comporte sa part de risque. Enfin, il écoute les dernières consignes de son instructeur. Aujourd'hui Clément, tu vas faire un vol solo. Il y a à peu près 10 nœuds de vent, donc tu resteras bien au vent du terrain. Ouais. Il y a des beaux cumulus là-bas, donc tu peux travailler sur la partie nord-ouest là, du terrain. Et puis c'est parti. Tracté par un câble, le planeur quitte le plancher des vaches. Clément savoure l'instant, il ne pilote seul que depuis peu de temps. En fait, depuis lundi dernier, le jour de ses 14 ans. Il est ainsi devenu le pilote de vol à voile le plus jeune d'Europe. Un pilote au projet plein la tête. En planeur, évoluer sur d'autres machines jusqu'à mes 16 ans pour ensuite passer mon brevet, ensuite faire les compétitions. Donc ça c'est pour les projets planeurs. Ensuite projet professionnel, j'aimerais bien être pilote d'avion en ligne. À l'autre bout de la piste, c'est le grand-père de Clément qui manipule le câble. Cet ancien pilote de ligne a tout appris à son petit-fils et aujourd'hui, il ne cache pas sa fierté. Tout à l'heure j'ai vu son vol, là c'est son 4e vol solo. Aujourd'hui, il y a pas mal de vent et j'ai vu son approche, son atterrissage. En plus, je voyais très bien puisque j'étais dans le treuil. C'était absolument parfait. Si l'aviation est une grande famille, chez les Depéchy, l'expression est prise au pied de la lettre. 3 générations de pilotes et une passion familiale qui n'est pas prête de s'éteindre. La Terre n'est jamais aussi belle que vue du ciel. Alors préparez-vous à en prendre plein les yeux avec les 2 reportages à suivre. Le premier va nous emmener à la découverte de l'île de Ré avec Max, pilote et photographe. Et pour lui aujourd'hui, photo rime avec vue d'en haut. Embarquons avec lui. Tout va bien Max? Super. T'es en place? Ouais, tout va bien. On prépare tout. Tout est nickel. Bon. Oscar Yankee, autorisé décollage 27, vent 310 degrés 12. Oscar Yankee, autorisé décollage 27. Bon bah c'est parti. On passe le pont en moins de 2 minutes. Ouais c'est ça. On n'a pas besoin de faire les d'attendre dans les bouchons, ça c'est pas mal. Après on peut repérer les plages où on va aller dans 1 heure où il n'y aura personne.
Donc là à gauche, on a Pont l'Île de Ré, le Môle d'Escale, le port de commerce de la Palisse. Donc là on est sur l'entrée de l'Île de Ré. Tout ça devant nous c'est l'île, il y a 30 km d'Île de Ré. Forcément l'Île de Ré est géniale, il y a des marais, il y a tous les environnements sur l'Île de Ré. Et on s'en lasse pas quoi. Moi je faisais de la photo avant de faire de l'avion et forcément quand je me suis mis à l'avion et que j'ai vu toutes les beautés qu'il y avait en bas, pour un photographe ça donne vite envie de garder des souvenirs en image. Donc plus ou moins en même temps j'ai associé les deux une fois que je pouvais voler tout seul avec des amis etc. Donc ça fait vraiment 2-3 ans que je fais de la photo aérienne. D'accord. Et comme évidemment t'es de la région, t'as appris à voler ici, ces paysages ils t'ont sauté aux yeux quoi. Ouais c'est ça, moi je connais mais plus ou moins et vu d'en bas. Et là on découvre tout à une autre échelle et vu d'en haut quoi, c'est magnifique. Le paysage là il évolue beaucoup, tout le temps. On serait passé il y a 1 heure, c'était pas du tout pareil et dans 1 heure ça sera pas encore complètement différent. Aujourd'hui t'as des dizaines de milliers de fans sur Facebook et Instagram. Ouais en tout on doit être pas loin de 70 000 je crois. Donc j'ai commencé il y a 2 ans et ça fait... Les gens sont vite venus et c'est un plaisir, hein. Moi, les gens sont toujours adorables, enfin, c'est que du bonheur. Autorisé atterrissage 27 Oscar Yankee. Et comme promis, nous allons continuer de découvrir notre Terre vue du ciel avec une séquence qui sera présente dans tous les numéros de Carnet de vol Actu. Elle s'appelle Sous nos ailes en Occitanie. Vous l'avez compris, le but ici est de vous faire découvrir les plus beaux paysages de cette région vue d'en haut. Et c'est Ombline et Yann qui seront nos pilotes. Et dans ce premier épisode, ils nous emmènent dans les Cévennes. Regardez. Décollage pour le parc national des Cévennes, au cœur de la région. Je me dirige vers le petit train des Cévennes pour voir si je peux éventuellement te suivre dans le train. Ok, vas-y, fonce. Les Cévennes riment avec village et vallée, liberté et nature. Des lieux magiques, comme la vallée des Gardons. Elle est traversée par un train à vapeur dans lequel je vais embarquer pour suivre Yann. Pour Yann. Oui, Yann, t'es toujours dans le ciel? Est-ce que tu peux te renseigner sur quand est-ce que part le prochain train? Je me renseigne, je te dis ça. Tentative d'approche pour faire le voyage dans la cabine de conduite de la locomotive à vapeur. À 10h30. C'est parti, on vous emmène. Vous nous avez convaincus. Surtout le mécano, il est convaincu, je crois. Écoute, je vais embarquer dans la locomotive à vapeur. Alors, le principe, c'est de fabriquer de la vapeur. Donc, on a une grosse bouilloire de 17 000 litres à peu près, qu'on chauffe à 200 degrés. Dans la cabine, il fait, l'après-midi, il fait 60-65 degrés. Il fait 65 degrés, là. Et on pète 2 tonnes de charbon dans la journée. En fait, tu vis sous les tropiques, toi, hein? Un peu, ouais. Moi, j'aime bien. T'as raison. Moi, j'aime bien. Heureusement pour Yann, il fait plus frais dans le ciel.
Allez, avant de se quitter, cette idée de lecture avec cet ouvrage consacré aux 100 ans de l'ATECOR, une entreprise qui a participé à toutes les grandes étapes de l'aviation, des pionniers aux toutes dernières technologies. 168 pages aux éditions Priva où les photos léchées d'Arnaud Speny viennent appuyer les textes de Jean-Marc Olivier. Une bonne idée cadeau pour Noël qui approche. Voilà, c'est ainsi que se termine ce premier numéro de Carnet de vol Actu. On se retrouvera dans un mois pour le numéro 2. Mais attention, Carnet de vol revient dès la semaine prochaine dans sa version classique qui vous emmène, vous le savez, sur le terrain à la découverte du vaste monde de l'aéronautique et de l'espace. À la semaine prochaine donc, et d'ici là bien sûr, bon vol.